Bien, eh bien, nous allons donc, comme c'est écrit ici, parler de la clause attributive de juridiction ou attributive de compétence. Bon, il faudra éventuellement en discuter à perte de vue. Et donc, l'idée, c'est de parler de cette question à la fois sur le plan interne, sur le plan international, et puis au milieu, sur le plan de l'Union européenne, avec cette idée que, au fond, les clauses attributives de compétence, j'ai tendance à dire plutôt de compétences, sont traitées extrêmement différemment là-dessus. Donc comment est-ce qu'on peut présenter le cadre général du problème de ces clauses à manier avec prudence? Bien, je crois que la première idée qu'il faut retenir, c'est que là où l'ordre juridique interne, et on y reviendra, l'article 48 du Code de procédure civile pose un principe d'interdiction, le droit international, le droit européen aujourd'hui, pose plutôt un principe de validité. Dit autrement, on a une situation un peu schizophrénique. Ce qui est prohibé dans l'ordre interne, sauf exception, est le principe, sauf exception, dans l'ordre international. Donc deux approches qui sont diamétralement différentes, ce qui peut probablement s'expliquer par tout simplement le phénomène de la distance. Et ce que l'on accepte dans l'ordre international, on voit comme un outil de prévisibilité, permettre à des parties dans une situation internationale de choisir à l'avance le juge qui aura à connaître de leur futur différend. Bien, ce qui est vu comme un avantage dans l'ordre international est vu plutôt comme inacceptable dans l'ordre interne. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, enfin, si je me souviens bien, et je ne sais même pas si c'est encore valable aujourd'hui, pour les clauses compromissoires, dont nous ne parlerons pas, mais auxquelles il faut peut-être faire une petite allusion. Traditionnellement, on disait qu'il n'y avait aucun problème dans l'ordre international et que les problèmes existaient uniquement dans l'ordre interne. Oui, tout à fait. On retrouve un petit peu, même s'il faut bien distinguer la clause attributive de compétence ou attributive de juridiction de la clause compromissoire, parce que l'une a pour objet, la clause compromissoire, d'éviter le recours au juge étatique, alors que l'autre, la clause attributive de juridiction, a pour objet d'organiser finalement le recours au juge étatique. C'est vrai que dans l'ordre international, le principe, c'est celui de la validité. Il y a même une règle matérielle internationale qui a été posée par la Cour de cassation et qui pose ce principe de validité, alors que dans l'ordre interne, il y avait des dispositions particulières dans le Code civil, notamment, qui ont été très élargies, qui ont été très élargies dernièrement avec la loi Justice pour le XXIe siècle et une réécriture et des conditions dans lesquelles la clause peut devenir opposable, y compris dans des hypothèses qui jusque-là n'étaient pas envisageables. Et pour revenir à la clause attributive de juridiction ou de compétence, il est clair que le droit européen, le droit international a le regard de Chimène à l'égard de ces clauses, là où le droit interne est plutôt réservé, voire même très réservé, avec, on le verra, on voit les dispositions du Code de procédure civile, l'article 48, on vous dit, elle est réputée non écrite. On part d'une interdiction. On part d'une interdiction. Mais enfin, moi j'ai un peu le sentiment que quand on dit droit international, on dit commerce international, et quand on dit commerce international, on dit bon, il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas vous et moi, il n'y a que des entreprises. Donc on comprend que ça soit extrêmement libéral, et simplement moi ce qui me paraît nouveau là-dedans, c'est le droit de l'Union européenne, parce que le droit de l'Union européenne, à la limite, je connais rien, donc je peux très bien en parler librement, c'est du droit interne. Donc, est-ce que c'est pas choquant que ce libéralisme qu'on a dans le droit international, on l'ait presque pareil, je sais pas, en matière d'Union européenne? Alors, on l'a d'une certaine manière dans le droit européen, mais avec certaines nuances. Il est clair que dans sa globalité, l'ordre juridique européen est plutôt favorable à l'idée d'une attribution de compétences, l'idée que des parties puissent convenir d'un juge. Mais avec tout de même certaines restrictions, et notamment des restrictions qui tiennent à la présence d'une partie faible. J'en veux deux illustrations très différentes, qui montrent la complexité du droit européen. La première illustration, c'est l'existence d'une directive que chacun connaît, qui est la directive sur les clauses abusives, et le fait que dans la liste initiale de la directive en matière de clauses abusives, les clauses de règlement de litige étaient éligibles à la caractéristique, à la qualification plus exactement de clauses abusives. Mais par ailleurs, dans les litiges transfrontières,
aujourd'hui le règlement Bruxelles 1, plus exactement le règlement Bruxelles 1 bis, qui est le texte de référence, admet le recours à la clause attributive de juridiction dans le contrat de travail, dans le contrat de consommation, dans le contrat d'assurance. Certes, avec un régime très spécifique, avec des garanties qui sont clairement posées pour la partie faible, le consommateur, le salarié, le preneur d'assurance, mais la possibilité de recourir à la clause est admise. Donc, je crois que le droit européen, je crois que le droit international, je le répète, sont beaucoup plus réceptifs à la logique de la clause attributive que ne l'est l'ordre interne, probablement pour des considérations qui tiennent, mais ça on va certainement pouvoir en parler, sur le fait de savoir si ce qui est en jeu, c'est une attribution de compétences, en sens de compétences d'attribution, ou est-ce que c'est pas autre chose qu'une organisation d'une compétence territoriale. Alors, chacun sait que dans le Code de procédure civile... C'est uniquement la compétence territoriale. Voilà, c'est la question de la compétence territoriale et l'idée qu'on ne peut pas jouer sur la compétence territoriale comme on pourrait le faire dans l'ordre international, conséquence de l'effet frontière. Alors justement, on passe quand même en revue les textes de base, parce qu'on va discuter là-dessus. Donc en matière interne, un seul texte qui est l'article 48, c'est-à-dire rien sur la compétence matérielle. Bon, grosso modo, quand la jurisprudence a eu à statuer, elle a dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'une clause qui dérogerait à la compétence matérielle ne peut être opposée qu'à un commerçant, ce qui revient à peu près au même. Et alors, dans le domaine du droit international privé, qui reste quand même d'une simplicité très élégante, je dirais, je ne veux pas dire du mal du droit de l'Union européenne, mais bon, enfin encore que l'on verra après, c'est moins élégant, je trouve. Là, on est resté, ah oui, mais si j'appuie sur le mauvais bouton, ça ne va pas le faire, voilà. On est resté sur cette jurisprudence qui remonte à 1985 et qui valide, quoi, en gros. Voilà. Qui pose ce qu'on appelle une règle matérielle internationale, c'est-à-dire une solution qui a vocation à recevoir immédiatement application dès lors que la situation, c'est-à-dire le litige, présente un élément d'extranalité. Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est l'attendu de principe qui dit la chose suivante: les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international. C'est la première condition, il faut que le litige soit effectivement un litige international. Dit autrement, que le litige présente un élément d'extranéité, soit en lien avec les enjeux du commerce international. Et poursuit l'attendu, lorsque la clause ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative d'une juridiction française. Donc le principe, là, c'est clairement la licéité, clairement la validité, clairement l'opposabilité de ce type de clause. Elle s'inscrit clairement dans une idée qui est celle de la projection dans l'espace des compétences territoriales. La seule limite qui est annoncée, ça serait une compétence territoriale impérative d'une juridiction française. Bon, quelles sont les compétences impératives des juridictions françaises? Généralement, on les identifie en réalité à deux cas de figure. Le premier cas, c'est la compétence impérative du juge du lieu de situation de l'immeuble lorsque l'action est une action réelle immobilière. Ce qui n'est pas fréquent. Ce qui n'est en réalité pas fréquent. Et le deuxième sont des compétences qui seraient liées à des compétences touchant à l'exécution, c'est-à-dire en réalité à la présence d'un litige mettant en jeu l'impérium. Donc là aussi, c'est finalement assez peu fréquent. Dit autrement, et l'affaire Compagnie de Signaux l'illustre pleinement, bien, le principe, parce qu'il correspond aux enjeux du commerce international, c'est d'admettre le mécanisme attributif de compétence. Et on constate qu'on parle quand même ici de l'article 48. Voilà, pour s'en séparer. Oui, mais enfin, c'est une des questions qu'on rencontre aujourd'hui. On s'aperçoit que les règles internationales ou même de l'Union européenne peuvent absorber les règles du Code de procédure civile. Mais ça, on y reviendra. Quelque chose qui ne serait pas valable en matière interne devient par miracle valable parce qu'il y a un élément d'extranéité. Exactement. C'est à peu près ça. Et donc on peut être tranquille, 85 c'est assez frais, il n'y a rien de nouveau sous le ciel du droit international privé. Alors il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau sous le ciel du droit international privé, hormis un élément qui est un élément essentiel et qui va faire le lien avec la suite du propos, c'est que cette solution de 1985, elle est aujourd'hui largement... j'allais dire presque caduque, en tout cas largement dépassé, à raison bien du texte qu'on a sous les yeux, le règlement Bruxelles 1 bis. Règlement Bruxelles 1 bis qui est entré en application en janvier 2015, qui donc s'applique pour toutes les actions qui seraient engagées postérieurement
à cette date et qui est venu profondément modifier le droit européen antérieur, mais qui est venu aussi d'une certaine manière absorber le droit international privé, l'arrêt compagnie de signaux, le droit international privé commun. Pourquoi ? À raison de la première phrase de l'alinéa 1er, de l'article 25.1, on vous dit les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridiction au pluriel d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie que le siège, le domicile des parties n'a plus d'incidence sur le mécanisme de mise en œuvre de l'article 25 et que des hypothèses qui jusque-là pouvaient ressortir de l'arrêt compagnie de signaux sont des hypothèses qui aujourd'hui sont absorbées par le règlement Bruxelles 1 bis. Dès lors qu'il y a un juge, dès lors que le juge désigné est, dans notre affaire, le juge français est le juge d'un État membre de l'Union européenne. Le juge de l'État membre en général. Voilà. Je prends un exemple très simple. J'ai une société de droit tunisien, une société de droit algérien. Les deux sociétés concluent, c'est pas un accord de distribution quelconque, et puis décident de donner compétence exclusive au tribunal de commerce de Marseille parce qu'elles estiment qu'il y a une forme de neutralité ni devant la justice algérienne, ni devant la justice tunisienne. Jusqu'à l'arrêt compagnie de signaux, le juge français, s'il appréciait sa compétence, il appliquait l'arrêt compagnie de signaux. Est-ce que ça pose un problème ? Là, il allait dire clairement non, parce qu'il était le juge désigné, il n'y avait pas de problème de compétence impérative du juge français qui était posé, et le litige était bien un litige international. Depuis l'entrée en application du règlement Bruxelles 1 bis, c'est ce texte-là qui va servir de référence au juge français. Le juge français, lui, va dire, sans considération de domicile, donc je me moque que le demandeur ait son siège en Algérie, je me moque que le demandeur ait son siège en Tunisie. Ce qui compte, c'est que je suis une juridiction d'un État membre. Je suis bien une juridiction d'un État membre. Dit autrement, pour apprécier la validité de la clause, je vais raisonner par rapport à l'article 25 de ce règlement européen. Et là, je crois qu'on a une des illustrations du débordement, d'une certaine manière, du droit de l'Union européenne vers l'ordre international. Le droit de l'Union n'est pas que le droit des opérations intra-européennes, du commerce intra-européen. Il peut être aussi le droit des opérations réellement internationales, des opérations du commerce international. Il y a aussi l'idée que ce qui compte, c'est le juge, et que, effectivement, d'une autre manière, comme on le dit quelquefois, le droit de l'Union européenne, c'est du droit national. Oui. C'est un peu, enfin, c'est l'idée inverse d'une certaine manière, mais on aboutit presque. Et je rappelle, enfin, il y a deux choses simplement que je voulais préciser. D'abord, enfin, ça paraîtra sans doute évident à tout le monde, la condition de nationalité n'a rien à voir dans tout ça. Ça, c'était un des premiers progrès d'ailleurs, notamment du règlement Bruxelles 1. Et maintenant, c'est même la condition du domicile qui disparaît. Avant, il fallait quand même être domicilié sur le territoire de l'Union. Maintenant, ça disparaît. Et l'autre point qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'on est dans Bruxelles 1 bis. Or, la plupart des arrêts qu'on va citer ensuite sont des arrêts rendus sur la base de Bruxelles 1. Donc, qu'est-ce que ça... Alors, je voudrais revenir justement sur ces deux points. La première observation, c'est effectivement, dans l'article 25, on examine la situation sans considération du domicile. J'insiste, c'est vrai pour l'article 25, c'est vrai pour les dispositions relatives à la protection du consommateur. Ça n'est pas vrai pour toutes les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis. La question de la domiciliation sur le territoire d'un État membre reste une condition. Jamais la nationalité. Jamais la nationalité, mais en revanche le domicile. Le domicile sur le territoire d'un État membre reste, dans un certain nombre d'hypothèses, une condition d'applicabilité, en réalité, du texte. La deuxième observation, effectivement, c'est le fait que ce Bruxelles 1 bis, comme son nom l'indique, succède au règlement Bruxelles 1. Dit autrement, aujourd'hui, l'article 25 se substitue à l'ancien article 23 du règlement Bruxelles 1 et se substitue, j'allais dire, assez pleinement, dans la mesure où, alors que la fameuse refonte du règlement Bruxelles 1, qui a débouché sur ce règlement Bruxelles 1 bis, peut paraître une refonte, petite refonte, une refonte, ou je sais pas comment, une petite refontinette peut-être, je sais pas comment on peut utiliser, enfin, ou formuler la chose. Parmi les exceptions, l'article 25 en est une. Là, il y a eu une réécriture extrêmement importante, notamment, on va y revenir, par le fait que, alors que jusque-là,
la question de la validité de la clause était exclusivement appréciée au regard d'une validité formelle, avec des conditions de forme qui devaient être respectées. Désormais, le règlement pose une règle quant à la validité au fond. On verra d'ailleurs que cette règle sur la validité au fond, elle laisse peut-être plus de questions qu'elle n'apporte véritablement de réponse. Il me vient une idée, mais alors je précise, on pourra couper au montage hein, s'il faut. Non, c'est l'histoire d'application dans le temps. C'est-à-dire, là, est-ce qu'on raisonne comme en droit interne, c'est-à-dire à partir du moment où c'est contractuel, on maintient le texte qui était applicable au jour de la signature du contrat, donc on continue sur Bruxelles 1, et si le contrat a été signé après, on passe à Bruxelles 1 bis ou c'est d'ordre public? Alors moi, il me semble que deux éléments plaident pour que le dispositif s'applique en réalité, le dispositif Bruxelles 1 bis s'applique en réalité à compter de l'action en justice. Pourquoi? Parce que dans les dispositions transitoires du règlement, il est clairement dit, les présentes dispositions du règlement, article 66 du règlement, je le cite de mémoire, on pourra vérifier. L'article 66 dit, les dispositions de ce présent règlement s'appliquent à toutes les actions en justice engagées postérieurement à la date du 15 janvier 2015. Donc on a véritablement une application immédiate. Une application immédiate. Par rapport au contrat. Ce qui, et c'est le deuxième élément, m'amène à penser que la chose se conforte, c'est que les règles de compétence de l'article 25 sont traitées comme ce qu'on appelle des compétences exclusives. Oui, comme des règles de compétence. Exclusives, comme des règles de compétence exclusives. Dit autrement, alors que dans partie importante du règlement, le juge, je dirais, est à la disposition des parties d'une certaine manière, il y a des cas de figure où le juge a l'obligation de s'assurer de sa compétence. C'est le cas de l'article 25, c'est le cas ensuite des compétences exclusives